Alors, comme chaque semaine, Conversation chez La Pérouse est sponsorisée. Et cette semaine, c'est Osco, qui est un apéritif sans alcool à base de romarin. Et donc, ça change beaucoup parce qu'autrefois, Marc Wetzmann et moi-même, nous buvions de la vodka. Mais les temps changent. Les temps changent. Nous avons vieilli. Oui. Exactement. Et donc, nous avons un cocktail sans alcool. Mais c'est assez frais. Hein? C'est intéressant. Pas mal. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est à base de plantes méridionales et de verjus. Le verjus étant le raisin avant fermentation. Hein. C'est pour ça que ça a ce petit goût amer, doux amer, comme la littérature. Voilà. Bonsoir vous, les intellectuels qui nous regardez. Bienvenue chez La Pérouse pour une nouvelle conversation avec Marc Wetzmann, pour son livre La part sauvage, publié aux éditions Grasset. Vous avez été parfait, Marc. Merci beaucoup d'être là. C'est quoi la part sauvage? C'est quoi la part sauvage? C'est beaucoup de choses dans le livre. C'est essentiellement ce qui bouillonne sous les apparences, pour le dire en un mot. Oui, c'est ça, Philip Roth. Ce qui bouillonne sous le quotidien. Philip Roth, au fond, s'il n'a qu'un message, c'est de dire que la vie est incontrôlable. Oui. Il y a cette part sauvage qui est l'imprévisible, qui peut détruire la vie d'un homme. Alors généralement, ça vient de quand même la grande histoire dans les romans. Ça dépend. Ça peut venir de l'individu lui-même. Sur un mode comique comme dans Portnoy. Ça peut venir sur un mode moins comique, plus éruptif comme dans le théâtre de Sabat. Ouais. Et puis ça peut venir effectivement de la grande histoire. Ouais. La grande histoire qui prend sous la plume de Roth l'apparence de quelque chose d'effectivement d'incontrôlable, d'imprévisible, et c'est essentiellement le surgissement du mal, M-A-L, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné. Conception qu'il partage d'ailleurs avec des gens comme Aaron Appelfeld et d'autres, on en parlera peut-être. Oui, bien sûr. Donc, La part sauvage raconte votre rencontre avec Philip Roth en 1999 pour un interview à New York chez son agent, qui tourne à une vraie amitié sur une vingtaine d'années. Vous le voyez très régulièrement. Vous êtes même parti vivre à New York. Vous déjeuniez avec lui toutes les semaines. Et vous avez raconté dans ce livre cette chance finalement que vous avez eue de devenir assez proche. Il vous appelait le French Bandit. Assez proche d'un des plus grands écrivains américains du XXe et XXIe siècle. C'est marrant parce qu'il y a une tradition dans la littérature depuis toujours de la visite au grand écrivain. Je pense à Eckermann qui va voir Goethe à Weimar. Vous savez, puis tous les jeunes écrivains en général ont envie de rencontrer leur idole. Mais vous écrivez, vous appartenez à cette tradition. D'une certaine façon, oui, on peut le voir comme ça. C'était surtout quand j'ai pensé, j'ai beaucoup réfléchi à ce livre avant de l'écrire pendant plusieurs années, parce que j'avais l'impression de lui devoir, en quelque sorte, ce livre. Mais la question était de savoir comment le faire. Et une des choses que je ne voulais pas faire, c'était précisément un livre de souvenirs littéraires. Mes promenades dans Central Park avec Philippe Roth, ça m'endormait d'avance. Oh, il y en a un peu. Il y en a un peu, mais il fallait que je trouve un récit, il fallait que je trouve quelque chose, et il fallait que j'explique pourquoi quelqu'un de ma génération français, d'origine juive, pouvait s'intéresser à ce point à quelqu'un d'une autre génération, d'un autre continent, et tel que Philippe Roth, en dehors de l'évidence du génie littéraire, je veux dire. Donc voilà, c'est le point de départ du livre. C'était une chance, et en même temps, c'est une chance d'avoir eu ce lien et cette amitié-là. C'est une chance à laquelle j'essaye de rendre hommage dans ce livre, et en même temps, c'était quelque chose de comment dire, il y avait c'est le résultat de beaucoup de refus de ma part. C'est pas seulement une chance, c'est aussi le résultat d'une certaine forme de colère qui m'a conduit à partir. À partir là-bas, oui. C'est assez drôle parce qu'au début, ils vous testent. Hein. Vous êtes arrivé avec plein de fiches comme moi, là, laborieux, besogneux, vous avez préparé vos questions, et il fait la gueule.
très vite, vous laissez tomber vos fiches et vous vous lancez dans la conversation. Alors je vous dis tout de suite que ce sera raté pour moi aujourd'hui parce que sans mes fiches, je ne suis plus rien. Mais c'est assez marrant. Il était assez compliqué, d'abord intimidant, quoi. C'est pas alors il était intimidant au début, oui, bien sûr. En fait, en l'occurrence, cette histoire de fiches, c'est que le premier entretien, je connaissais ses livres depuis longtemps. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'il finisse par accepter une interview. Je lui avais demandé plusieurs interviews, il avait toujours refusé. Et soudainement, il dit oui. Donc je m'étais hyper préparé parce que je savais que j'avais qu'une heure. Alors, en général, je fais jamais ça. C'est-à-dire, je prépare jamais à ce point des interviews. Ça me semble contre-productif de pas laisser une conversation se dérouler. Oui. Et là, pour une fois, j'y suis allé bardé avec une structure mentale très précise. Et évidemment, ça n'a pas marché. Et effectivement, j'ai laissé tomber les questions et à partir de là, on a commencé à discuter normalement. Et puis par la suite, on s'est mis à discuter normalement quand on a commencé à se voir régulièrement. Et en fait, il était intimidant, mais c'est pas seulement ça. C'est que il n'avait pas les. Hemingway parle du bullshit detector, le détecteur à conneries. Certains écrivains ont ça. Et la cérébralité, il y voyait une forme de bullshit. Il fallait pas être cérébral. C'était un mélange humainement, c'était un mélange de grande sophistication littéraire et de complète spontanéité. Et c'était ce mélange-là dans ses livres, c'est comme ça. Dans ses livres, ça donne cette apparence d'être comme ça. Oui. Mais c'était ce mélange-là qui était détonnant et qui donnait l'épaisseur humaine, quoi, qui le rendait extrêmement séduisant dans la relation et qui déclenchait l'affection, en fait, au bout d'un moment très vite. Donc il n'était pas spécialement, c'était pas tellement qu'il était intimidant, c'était qu'on sentait une sorte de sauvagerie affleurante. Si la bêtise était une forme de trahison. Oui, bien sûr. Il le vivait comme ça. Donc, ça pouvait. Il avait peur d'être déçu par vous. Voilà, la peur d'être déçu par les gens qui l'entouraient. Ça, c'était très, il avait un côté ultra sensible. Il réagissait très vite. Et on sentait qu'il pouvait disparaître s'il se sentait trahi. Mais une fois que la confiance était établie, tout se passait bien. Je me suis demandé si La part sauvage, votre livre, c'était pas aussi une manière d'écrire sur aujourd'hui ce que lui, qui est mort en 2018, peut-être écrirait sur le monde actuel. Comme si vous aviez envie de regarder notre époque avec les yeux du maître. Oui, pour une part, c'est très vrai. La part sauvage, c'est évidemment l'époque dans laquelle on est entré. Oui. Maintenant que tout a craqué, que tout le vernis des années 90 a explosé et que n'importe quoi peut arriver, c'est effectivement ce qu'on trouve dans ces livres. En quelque sorte, ces livres sont des avertissements du fait que la stabilité, le quotidien est quelque chose de très fragile et que tout peut exploser. Et effectivement, tout a explosé. Donc c'est pour ça qu'il faut les lire, ces livres. Et je regarde l'époque depuis. On regarde toujours l'époque depuis les écrivains qui nous ont formés d'une certaine façon. Donc il y a lui, beaucoup dans ce livre. Il y a Don DeLillo, il y en a un ou deux autres. Mais il y a Norman Mailer. Mais effectivement, oui. J'essaye de poser sur l'époque un regard littéraire à travers les écrivains qui m'ont formé et à travers ce que j'en ai compris. Mais Philippe Roth, moi je vais plus loin que vous. Il a été une sorte de prophète. Il a vu beaucoup de choses de notre temps. Il a pressenti, il a pressenti des tas de choses. Alors, il se trouve que la Pléiade publie ces jours-ci un tome 3 des œuvres complètes de Roth avec 4 romans. Et ces 4 romans, on peut les passer en revue l'un après l'autre très rapidement. Ces 4 romans annoncent le monde actuel. C'est fascinant. Alors ça commence avec Opération Shylock en 1993, qui est un regard sur Israël et la Palestine. En gros, Philip Roth apprend qu'il existe un autre Philip Roth là-bas, qui serait plus ou moins un agent du Mossad. Ou un escroc. Ou un escroc et un mythomane, qui est en fait un avatar, qui s'appelle comme lui. Et ça donne un roman sur l'antisémitisme, ça donne un roman aussi sur le fait de ne pas vouloir être juif quand on est juif. Et ça, c'est quelque chose que aujourd'hui qui est absolument totalement d'actualité. Comment les juifs sont pointés du doigt
pour des choses qui les concernent pas forcément. Lui, en fait, Roth, c'est l'écrivain qui avait envie de s'en foutre d'être juif au départ. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Oui, bien sûr. L'opération Shylock, la grande préscience d'opération Shylock, elle est dans ce qui sous-tend l'intrigue, c'est-à-dire ses rencontres avec Aaron Appelfeld, qui était dans la vie son ami, et l'interview qu'il y a dans le livre est une interview réelle que Appelfeld a réellement fait. Et dans laquelle il dit notamment, Appelfeld étant un survivant de la Shoah, Appelfeld dit notamment ce qui nous est arrivé ressemble à quelque chose de rationnel. Il y avait des trains, des heures précises, des chambres à gaz, des trucs administratifs extrêmement concrets. Mais en réalité, on a affronté des forces archaïques. Je ne sais toujours pas pourquoi ce qui est arrivé est arrivé. Oui. C'est une grande réflexion sur le mal et sur l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui, je le disais tout à l'heure, qui sous-tend absolument tous les bouquins de Roth. C'est ça la part sauvage. C'est ça la part sauvage. Appelfeld lui donne un reflet un peu métaphysique, comme si l'histoire était gouvernée par une sorte de démiurge. Philippe Roth fait plutôt l'histoire est faite par les hommes, et les hommes ont une nature imprédictible. Et il assiste au procès de John Demjanjuk. John Demjanjuk, qui était considéré comme le bourreau de Treblinka, qui était donc en procès et qui avait été arrêté aux États-Unis comme un ouvrier métallurgique et un bon père de famille américain immigré. Et tout le roman, c'est l'un des axes du roman, c'est est-ce qu'il est vraiment ce qu'il a l'air d'être, ou est-ce que c'est un monstre? Et ça, ça aussi, c'est encore une fois de plus très présent dans toute l'œuvre de Philippe Roth, et comme dans Shakespeare. Est-ce que les apparences sont fiables, ou est-ce que derrière les apparences rassurantes, la violence, la monstruosité n'est pas dissimulée? C'est ce qui donne. Pourquoi est-ce que ça donne ce côté contemporain au livre de Roth? C'est que le paradoxe, c'est qu'il s'intéressait beaucoup à l'histoire. Tous ses livres sont très ancrés historiquement, enfin en tout cas ceux-là, Shylock, Pastorale américaine et les autres. Mais en même temps, à travers l'histoire, ce qui montre, c'est la permanence d'une nature humaine absolument incontrôlable, violente, ridicule, hilarante, bouleversante, ce qu'il appelle la némésis. Alors c'est quoi la némésis? Némésis, c'est une déesse de la mythologie grecque. De la mythologie grecque. La némésis, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses différentes. C'est le prix à payer pour l'hubris. L'hubris, c'est une forme d'orgueil, d'arrogance, quelque chose qui fait qu'on croit pouvoir s'affranchir de la règle commune et de la prudence commune. Il faut faire attention dans la vie. Et la némésis, c'est la vengeance des dieux dans la mythologie grecque, quand l'individu dérape et oublie son humilité. Oublie son humilité, il est châtié. Mais c'est aussi chez les Romains, c'était devenu la rumeur, la réputation. Oui, d'accord. Donc il y a plusieurs sens possibles. Non, mais ce que je veux dire, c'est Opération Shylock. C'est quand même un des premiers romans. D'abord, c'est un des premiers romans dans la littérature dont l'auteur met un personnage qui porte son nom. Et ça se faisait plus ou moins, mais rarement. Et lui, il a carrément un héros qui s'appelle Philippe Roth, mais qui n'est pas lui. Donc c'est très compliqué. C'est une auto-fiction au vrai sens du terme. Et puis c'est un livre sur ce problème. Être juif, pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi les écrivains juifs ne peuvent pas fuir ça? Il finit même par être embauché par le Mossad dans le livre. À la fin, c'est un jeu avec ça. La judéité de Roth, c'était particulier parce qu'il était américain. Et il considérait que les Juifs américains de sa génération, ceux qui venaient des familles juives de sa génération, avaient la chance d'être américains, donc d'avoir échappé au sort des Juifs européens. Et il fallait profiter de cette chance. Il l'explique dans plusieurs bouquins. Dans Pastorale américaine, il fait dire à ses parents, faites quelque chose de votre vie. Vous avez la chance d'avoir échappé, d'être dans le pays où tout est possible. Donnez un sens à votre vie, foncez, américanisez-vous, assimilez-vous, devenez vraiment américain. Et lui, il était entièrement là-dedans.
Il pensait que contrairement à ce que pensaient un certain nombre de l'appareil de la communauté juive de sa génération dans les années 50, la fidélité aux morts de la Shoah consistait justement à se débarrasser du deuil pour pouvoir vivre pleinement mais en même temps, l'éducation qu'il a reçue, en même temps qu'il y avait cette injonction à faire quelque chose de sa vie, il y avait la prudence, il y avait le sentiment, il y avait ce qu'il appelle une forme d'angoisse historique, qui faisait que les parents disaient attention, restons prudents, ça peut revenir, on ne sait jamais. Dans la vie réelle, Philippe Roth est devenu, le jeune Philippe Roth ne supportait pas du tout cette contradiction et ça a généré des conflits avec ses parents, etc. Le génie de Roth, écrivain, ça a consisté à faire de cette ambivalence tribale, en quelque sorte, une sorte de réflexion progressivement philosophique et métaphysique sur l'imprédictibilité de l'histoire. Il commence par le traiter de manière comique, et puis soudainement c'est de moins en moins comique, et puis finalement c'est de plus en plus tragique. Et ce jeu entre le comique et le tragique, on le trouve dans beaucoup de ses livres, dans beaucoup de ses chefs-d'œuvre. En particulier, enfin le premier moi qui m'a fait cet effet, c'était L'écrivain fantôme, qui est une satire, qui commence comme une satire sur 3 chapitres, qui est hilarante, et puis soudainement on tourne une page, on arrive à l'histoire qu'invente Zuckerman, mais qui peut être réelle dans le roman, qui est que Anne Frank a survécu à la Shoah et vit clandestinement aux États-Unis à moitié dingue. Et là, on est soudainement dans la pathologie lourde et dans le tragique de l'histoire, et on y croit complètement. Et tous ces livres fonctionnent un peu de cette manière-là, c'est vrai, c'est vrai. Alors ensuite, toujours dans la Pléiade, il y a le théâtre de Sabbath, publié en 95. D'ailleurs, au passage, Philippe Roth a été extrêmement prolifique et travailleur après ses 60 ans. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les écrivains âgés que nous sommes. C'est qu'il y a un exemple là d'un écrivain qui a été peut-être le meilleur au sommet de son art à la fin de sa vie. En tout cas, à partir de 60 ans jusqu'à sa mort, c'est absolument incroyable. Jusqu'au moment où il se retire, il dit j'arrête d'écrire, j'ai tout dit. Mais ça, vous l'avez connu à ce moment-là. Comment faisait-il, quoi? On sait pas, et lui-même ne savait pas d'ailleurs. Tous ces livres qui sont publiés, mais c'est incroyable. Il y a quelque chose qui monte quand on lit les bouquins dans l'ordre. Ça fait un peu l'effet que fait Dostoïevski quand on lit ses romans dans l'ordre. On sent une espèce de pression mentale montée dans les années 70, une force, mais en même temps quelque chose qui est proche de l'explosion. Et à partir de la contre-vie incluse, la contre-vie, Opération Shylock. Le théâtre de Sabbath, Pastorale américaine. J'ai épousé un communiste, La Tâche. Tout ça, c'est étonnant de publier tous ces livres-là à un âge avancé où on a tendance à prendre sa retraite. Bon, ça c'est un premier point. Mais le théâtre de Sabbath, ce qu'il y a d'amusant, je m'en souviens très bien, c'est que nous n'étions pas d'accord, vous et moi à l'époque. Moi, j'ai descendu le livre, j'ai fait un article très très méchant parce que je ne comprenais rien à ce personnage de Mickey Sabbath qui passe son temps à se masturber, est un obsédé sexuel. Ça faisait un peu roman de vieux dégoûtant. C'était un livre qui a fait un peu scandale. Et vous l'aviez adoré, vous l'aviez défendu à mort dans Les Inrecuptibles, je m'en souviens. On était en total désaccord. Et là, donc je l'ai relu et je change d'avis complètement parce qu'évidemment aujourd'hui de lire un livre comme ça qui est très libre, très provoque, très romantique aussi. Sabbath se masturbe sur la tombe de sa maîtresse morte. C'est une scène inouïe. C'est une scène d'une beauté inouïe. Et alors quand en plus on vit dans un monde aujourd'hui très puritain, un monde post-MeToo, où où ce genre de comportement de prédateur lubrique est absolument interdit. C'est d'un défouloir total de lire le théâtre de Sabbath et en plus dans la Pléiade, collection prestigieuse, mais c'est absolument, franchement. Avec une traduction revue, génialement. Ils ont fait un travail là qu'il faut saluer parce que c'est vraiment intéressant. Voilà, donc on pense que c'est sérieux, mais franchement, le théâtre de Sabbath, je vous le recommande comme un délire rabelaisien. Et en même temps, c'est un délire, c'est drôle, c'est brutal, c'est noir. C'est quand même l'histoire d'un type. C'est l'histoire d'un type qui s'interroge quand même pendant plusieurs jours sur la question de savoir s'il va se suicider ou pas, et qui décide de ne pas le faire parce qu'il y a dans ce monde tout ce qu'il déteste, tout ce
tout ce qu'il haïssait, c'est la dernière phrase du livre. Donc c'est un livre là-dessus. Effectivement, il y a beaucoup de sexe. Soit dit en passant, les scènes de sexe, en particulier, il y a une scène de masturbation au téléphone qui est absolument invraisemblable parce que ça devrait pas passer à l'écrit. Et on ne sait pas comment il fait, mais ça passe. Cela dit, c'est le spécialiste des romans sur la masturbation, puisque dans Portnoy, son aussi. Premier roman, il y avait déjà une branlette dans un rôti qu'on servait ensuite à toute la famille. Mais ça, c'est beaucoup plus fort parce que c'est une scène de masturbation commune avec donc il y a tout un dialogue, ce qu'il n'y a pas dans Portnoy, et c'est en bas de page en plus. C'est ce qui est un coup de génie, d'avoir mis en bas de page, en note en bas de page, sur plusieurs pages. Bref, c'est un très grand roman, et effectivement, il y a cette scène, il y a deux fois cette scène qui vient à la fin du premier chapitre et à la fin du livre, où le personnage principal, Maggie Sabas, va se masturber sur la tombe de sa maîtresse. C'est entre autres choses une très belle histoire d'amour qui est racontée, et avec un drapeau américain sur les épaules, et une kippa sur la tête. Et il attend la police. Et il attend la police. Voilà, c'est un livre pour lequel, c'est un livre qui a commencé à poser des problèmes sérieux après sa sortie à Roth. Il a fait scandale. Qui a fait scandale, et qui est scandale redoublé parce qu'il est sorti à peu près au moment où sa seconde femme a publié ses mémoires. Qui s'appelait Claire Bloom. Et dans lequel il y a un portrait de Roth, et que la presse et même tout l'establishment littéraire a pris pour argent comptant, à l'exception de 2 journalistes femmes qui ont bien lu le bouquin de Claire Bloom et qui se sont méfiés d'elle. Et tous les autres ont pris ce portrait pour argent comptant et l'ont plaqué sur le portrait de Maggie Sabas dans le théâtre de Saba pour dessiner de Philippe Roth un mélange du vrai Philippe Roth, un mélange de Maggie Sabas misogyne et obsédé. Voilà. Et à partir de là, ça a posé des problèmes. Il est devenu obsédé, misogyne, misanthrope, brutal. Ce que dans la vraie vie, il faut dire aussi, il n'était pas du tout, d'une part, et c'était quelqu'un d'extraordinairement généreux, ce qu'on dit peu, avec les hommes comme avec les femmes. Il a aidé beaucoup de monde, littérairement aussi. C'était quelqu'un qui, quand il pensait que les gens en valaient la peine, quand il pensait que les gens étaient vraiment investis dans ce qu'il faisait, pouvait se montrer d'une très grande générosité, d'une très grande compréhension. Il avait un don pour l'écoute et pour l'intuition et pour le rapport à l'autre. Assez rare. Moi, j'ai rarement vu ça à ce point. Oui, il vous a aidé, il vous a trouvé, par exemple, une place dans un atelier d'écriture, Oui, tout à fait. Et il m'a aidé. Il est à l'origine de mon précédent livre, Intemporel, que j'ai écrit d'abord en anglais, à sa suggestion, parce que c'était une série de reportages que j'avais fait dans la presse américaine sur l'antisémitisme en France, mais je pensais pas du tout en faire un livre. Et c'est lui qui a eu l'idée, qui m'a dit qu'il fallait que j'en fasse un livre, et qui m'a présenté son éditeur américain, son agent américain, et ça s'est fait comme ça. Non, mais bon, le sexe est un des grands sujets de l'œuvre de Roth. C'est pas, voilà, c'est mais parce que présent, parce qu'il s'est libéré, parce qu'en fait c'est une période aussi. La publication du complexe de Portnoy, c'est quelle année? 69? 68 même. Oui, 68. Donc c'est la période de libération sexuelle. Mais pas seulement. C'est que la question de Roth, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on est, quoi qu'on soit. En l'occurrence, dans son cas, américain d'origine juive, homme. Donc, c'est quoi les déterminants? C'est quoi qui vous empêche d'être libre? C'est tout ce que vous êtes, en fait. La question de Roth, c'est la liberté, mais comment est-ce qu'on s'affranchit de ce qu'on est sans le nier? En fait, c'est ça la question. Donc, tous ces bouquins sont des réflexions sur ce que c'est qu'être un Américain, ce que c'est qu'être quelqu'un d'origine juive. Il ne se revendiquait pas comme juif au sens religieux du terme, mais historiquement, bien sûr, il était juif. Culturellement, son éducation à Newark. Son éducation. Et enfin, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, avec tout ce que ça suppose de discutable, voire de franchement nul. Voilà, c'est ça. Alors, le livre suivant, encore plus prophétique, c'est Le complot contre l'Amérique, qui est le 3e livre dans cette édition de la Pléiade. C'est en 2004, où là, carrément, il décrit un fascisme américain, puisque on est en 1940. Il imagine que Charles Lindbergh gagne l'élection présidentielle. Charles Lindbergh était pro-nazi. Et quand on pense aujourd'hui, à l'époque, on s'est demandé, mais pourquoi? Qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi est-ce qu'il écrit ce livre? Et en fait, il est visionnaire. Je ne dis pas que les nazis soient au pouvoir aujourd'hui en Amérique, mais enfin, nous avons
Donald Trump, qui est un mouvement un peu hybride entre le complotisme, le conservatisme, le suprémacisme, et il a eu cette intuition, quoi. C'est le complot contre l'Amérique, ouais, c'est un livre qui n'a pas du tout été compris en France. En revanche, aux États-Unis, en 2004, quand il est sorti en 2004, ça a été un succès avant même sa sortie. Il y avait des précommandes chez Amazon qui étaient démentes. Le bouquin était quasiment un best-seller. Tout le monde l'a vu à l'époque comme une dénonciation du gouvernement Bush, que ça n'était pas du tout. Et moi, quand il m'a donné c'était le premier manuscrit qu'il me donnait à lire, je l'ai lu dans l'avion comme un écho à ce que j'avais l'impression de vivre en France. C'est-à-dire que tout le monde a plaqué ce qu'il voulait sur ce bouquin. Oui, et peut-être que moi, quand je plaque Trump là-dessus, c'est une autre erreur. C'est ce que j'allais dire. Alors, c'est en partie seulement une erreur, mais c'est-à-dire que ce livre est bizarre parce que il a été lu comme ça par la presse américaine, une histoire américaine authentique, à travers un présupposé de fiction invraisemblable. Quand je l'ai rencontré, la dernière interview que j'ai fait de lui de Roth en 2018, Trump était élu, et on a parlé de Lindbergh, et il m'a dit mais Lindbergh, quoi qu'on pense de Lindbergh, c'était un véritable héros américain. Il avait traversé l'Atlantique en solitaire, tout le monde l'idolâtrait, etc. Trump, c'est un voyou, c'est un escroc, c'est un minable, bref, il tarissait pas de critiques sur Trump. En fait, Lindbergh, l'intelligence de Roth dans le livre, c'est d'avoir fait de Lindbergh un président qui n'est pas un fasciste, mais qui signe avec le gouvernement avec Hitler, un pacte de non-agression, ce qui est très différent. C'est-à-dire qu'il avait, dans la vie réelle, Lindbergh avait des sympathies pour le nazisme et il était gentiment antisémite, mais ce que Roth invente, c'est un pacte de non-agression avec Hitler, un peu comme Trump pourrait signer un pacte de non-agression avec Poutine, par exemple. Disons isolationniste. Exactement. Il en fait il fait deux choses. C'est un gouvernement isolationniste qui invente, comme dans la réalité, le slogan America First, qui a été repris dans la réalité par Trump. Et il fait une autre chose, comme les Juifs sont considérés comme les fauteurs de guerre, ça aussi, ça correspond à la réalité historique. C'est-à-dire entre 40 et 42, avant que Roosevelt déclare la guerre, se décide à entrer en guerre, les Juifs sont considérés comme le lobby qui cherche à pousser les Américains dans la guerre. Et donc non américain, parce que l'Amérique se tient à distance du chaos et de la décadence européenne. Et ce que fait donc Lindbergh dans le roman de Roth, c'est de mettre en place une politique d'assimilation des Juifs. On va démanteler les communautés juives de Newark et d'ailleurs, on va les embarquer dans le Kentucky, je sais pas, dans le sud, pour qu'ils deviennent de vrais Américains. Et ces deux éléments, pacte de non-agression d'un côté et assimilation disséminée au fin fond du Midwest de l'autre, va suffire à créer chez les Juifs un sentiment d'angoisse historique, et ça va partir en vrille à partir de là. Chacun va réagir comme il veut. Et donc l'intelligence de Roth, c'est en fait ce qu'il fait, c'est qu'à travers sa propre famille qu'il met en scène dans cette fiction, il étudie les mécanismes de la peur à l'œuvre dans la communauté juive à partir d'éléments qui sont un peu comme aujourd'hui avec Trump, effectivement. Oui. C'est-à-dire qu'on voit Trump, mais ce qui est intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le gouvernement Trump, quoi qu'on en pense, pour l'instant n'est pas un gouvernement fasciste, mais il éveille chez les gens un sentiment de peur qui fait qu'on se met à dire beaucoup de choses, tout et son contraire à son sujet. Et c'est ça, alors, pour le coup, c'est une des choses qu'il a senti. Et alors c'est très curieux parce que Roth venait de publier La Tâche, donc La Tâche n'est pas dans ce volume-là, mais c'est un livre très important sur la cancel culture. C'est le premier grand roman du politiquement correct, avec ce personnage de prof qui est cancelé, qui est annulé, qui perd son travail pour avoir dit un mot à double sens. Bref, il faut lire le livre, mais c'est en l'an 2000. Et 4 ans après, le complot contre l'Amérique, c'est comme s'il avait senti deux mouvements, le wokisme et le trumpisme. Deux mouvements qui sont aujourd'hui les deux dangers qui nous menacent, nous, occidentaux, quoi. Qui vont plus que nous menacer, qui sont en train de détruire la fabrique de la démocratie libérale occidentale. Oui, c'est le seul écrivain qui ait vu venir ces deux mouvements. De manière aussi précise, oui. C'est que... et moi, j'ai posé la question un jour. Je lui ai dit, mais c'est quand même bizarre. Vous avez grandi vous avez une enfance très stable.
vous avez été élevé par des parents aimants, il vous est arrivé aucune tragédie historique particulière, et vous mettez en scène systématiquement dans vos derniers livres en particulier, un chaos historique invraisemblable. Pourquoi? Et je lui ai dit, est-ce que c'est pas l'influence des écrivains d'Europe et d'Europe de l'Est en particulier qui vous nourrit, puisqu'il en a connu beaucoup. Ouais. Il a été ami avec Kundera, il a été ami avec beaucoup d'écrivains tchèques. Et il m'a dit peut-être. Il reconnaissait l'influence de la littérature européenne. Et il m'a dit aussi, en fait, j'ai une très forte conscience, je paraphrase, du privilège que j'ai d'être américain. L'Amérique, pour moi, c'est formidable, mais je fais l'éloge de l'Amérique par implication, c'est-à-dire en creusant tout ce qui pourrait arriver, en creusant sa fragilité, tout ce qui pourrait arriver. Et effectivement, c'est arrivé. C'est arrivé. Voilà. L'Amérique était fragile. Il avait raison. Oui. Alors, il y a le 4e roman du volume qui est Exit le fantôme. C'était en 2007. Bon, là, c'est plus, c'est le dernier Zuckerman. C'est un livre sur la vieillesse. C'est une sorte de point d'orgue. Oui, c'est une sorte de point d'orgue. C'est moins, sur la vieillesse fort et la mort. Sur la vieillesse, c'est moins fort que les autres romans et surtout moins fort que la série des Zuckerman, mais c'est très intéressant quand même parce que là aussi c'est un livre de deuil, quoi. C'est le livre de deuil d'un New York qui est en train de disparaître. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu en tout cas. Alors, il y aura un tome 4 de la Pléiade avec Pastorale américaine, J'ai épousé un communiste et La Tâche, qui sont la trilogie. Mais quand on regarde tout ça, on se demande pourquoi il n'a pas obtenu le Nobel. Alors, est-ce qu'il était trop incorrect? Est-ce qu'il était trop sexuel? Est-ce qu'il était trop provocateur? C'est la phrase que je cite de la romancière irlandaise Edna O'Brien pour son 80e anniversaire, très grande romancière d'ailleurs, soit dit en passant. Elle dit quelque chose comme il est assis à la première table de l'establishment littéraire, mais il n'en fait pas partie. Trop provoquant, trop précis. Je sais plus quelle est la phrase, mais peut-être si je peux la oui, bien sûr, chercher. Bien sûr. Je vais essayer de la retrouver. Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il y avait quelque chose qui voilà. Il siégeait à la première table de l'establishment littéraire, mais n'en faisait pas partie. Trop sauvage, trop esthétiquement acéré, trop honnête. Et je pense que ça répond à la question du Nobel. Le Nobel n'a pas couronné beaucoup d'écrivains insolents. Peut-être l'italien, là. Dario Fo. Dario Fo, c'est le seul. Considéré comme un écrivain. Comme un écrivain, oui. Alors, vous dites qu'il rendait tout le monde plus intelligent, même vous. C'est vrai que c'est aussi ça la qualité d'un grand romancier, finalement, c'est de nous rendre un peu meilleurs que nous ne sommes. Mais est-ce que vous pensez, alors ça c'est la question taboue, attention, est-ce que vous pensez que c'est un libertaire de gauche qui est devenu un réac de droite, un peu comme nous tous? Non, pas du tout. Alors, je pense ni l'un ni l'autre. Je ne pense pas que nous tous qui ont des libertaires de gauche. Vous considérez pas que vous étiez de gauche et vous êtes devenu de droite? Alors, il y a plusieurs questions. Oui. Moi, je me suis jamais considéré vraiment comme de gauche, d'une part. J'ai baigné dans un milieu de gauche parce que dans les milieux culturels, on se retrouve dans les milieux de gauche. J'ai jamais de ma vie milité nulle part. Dieu m'en préserve. Et je me considère pas comme quelqu'un de droite aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que ces termes, s'ils ont eu un sens à un moment donné, ils en ont vraiment plus du tout. Je rappelle que les deux personnalités... progressiste devenu conservateur. Non, mais oui, alors bon, je vais répondre sur Roth, c'est plus intéressant que moi, mais je pense que Roth n'est jamais devenu conservateur. Alors, politiquement, sûrement pas. Il s'inscrivait vraiment dans la tradition démocrate américaine la plus, par certains aspects, la moins intéressante d'ailleurs, de mon point de vue. Mais d'autre part, dans ses livres, ce qui est plus intéressant, un livre comme Pastorale américaine, par exemple, qui a été lu effectivement comme une critique des années 60 et un livre conservateur, à mon avis, ne l'est pas du tout. C'est une réflexion sur le chaos américain, à travers ce qu'il montre du chaos des années 60. Là aussi, c'est un livre qu'il a commencé dans les années 70. Il montre l'émergence d'une forme de pathologie
nihiliste américaine. Juste, je résume l'histoire. C'est l'homme parfait, l'Américain parfait, qui a une fille qui est terroriste. Et il ne comprend pas. Sa fille est engagée contre la guerre du Vietnam et elle est une militante vraiment, qu'on pourrait dire aujourd'hui d'ultra-gauche, quoi. Et c'est vrai que c'est aussi un des premiers livres sur le wokisme, d'une certaine façon. C'est un livre sur l'incompréhension entre les générations. Oui, sur l'aspect le plus sociopathe du wokisme. Mais comme on voyait des figures comme ça émerger à l'époque, comme Valéry Solanas, comme d'autres, comme Lee Harvey Oswald, évidemment, comme Charles Manson. Action directe en France. Voilà. Mais avec un élément plus franchement cinglé aux États-Unis. Et le livre, il a commencé à l'écrire dans les années 70 et d'après ce qu'il m'a raconté, il a cessé de l'écrire pour la bonne raison qu'il était d'accord avec la fille. Donc il n'y avait pas de tension. Et il l'a repris dans les années 90 quand il a commencé à comprendre que le point de vue intéressant était celui du père, parce que ça créait à nouveau cette réflexion sur l'histoire. Quelque chose d'incompréhensible vient heurter la vie de ce type. Mais elle a grandi dans une bourgeoisie moyenne, parfaite, dans une banlieue à Newark. Mais Roth, étant Roth, prend bien soin de faire de présenter son héros dans le premier chapitre, qui est à mon avis un tour de force littéraire, qui est vraiment la leçon de Flaubert retenue, dans une sorte de confrontation avec le narrateur, et le narrateur découvre ce héros qui va être le héros du livre pendant 400 pages, et il découvre un monument d'ennui. C'est-à-dire que le type, effectivement, va se heurter au chaos du monde, mais à travers son incompréhension, et son incompréhension, c'est celle d'un type tout à fait ordinaire, qui est d'un ennui profond. Et ça, c'est cette tension-là. Donc, il n'y a pas tout ça pour dire qu'il n'y a pas de repli conservateur. Il n'y a pas une seconde dans Pastoral Américaine, il dit, il laisse entendre que les années récentes, c'était le début de la décadence, c'était affreux. Non, mais d'ailleurs, il revenir à l'ordre. Ce qui est bien chez lui, c'est qu'il nous prend pour intelligents et ça n'est jamais, il ne pointe pas les gentils et les méchants. Non. Et c'est toujours pour compliquer l'histoire. C'est ça qui est bien. Alors, on passe au jeu devine tes citations. Marc Wetzmann, je vais vous lire des citations qui sont peut-être de vous et peut-être de Philip Roth. Et vous devez me dire, ça c'est moi ou c'est l'autre. Ok. Et il y a un piège, tout de suite. C'est à propos du 11 septembre 2001. Le prodige de l'exploit émerveillait. Quelque chose se payait. Ça, c'est ni de lui ni de moi. C'est de Annie Ernaux. Exactement. Annie Ernaux a écrit, je découvre ça dans votre livre. Dans nos années. Dans les années 2008, oui. Le prodige de l'exploit émerveillait, quelque chose se payait. Ça, faut le faire, d'écrire ça. Autre phrase. Les pièges les plus parfaits ne sont-ils pas toujours ceux que l'on se tend à soi-même? C'est moi. C'est vous dans La part sauvage. La part sauvage. Alors, je peux pas ne pas vous demander, à propos de pièges qu'on se tend à soi-même, qu'est-ce qui s'est passé à France Culture? Vous animiez une émission, Signe des temps, depuis 2018. Depuis la mort de Philip Roth, vous aviez une émission. Vous étiez rentré en France et elle a été supprimée cette année. Qu'est-ce que vous avez fait de mal pour être puni? Ce qui s'est passé, comment dire, je peux pas trop développer parce que je suis en procédure avec eux de toute façon. Oui, donc, mais ce qui s'est passé, c'est que pour me limiter à ce que la direction m'a dit, ils trouvaient l'émission confuse, c'est-à-dire plus ou moins incompréhensible. Comme la mienne. Voilà. C'est parce que la vie est confuse. Et par ailleurs, ils ont écrit, ils ont publié des communiqués expliquant que il y avait aucune audience, que c'était nul, que bref, c'était catastrophique. La réalité, c'est qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas entre eux et moi. Voilà. Je peux pas tellement développer. Oui, non, mais c'est juste ce qui arrive. Moi, mon émission, elle a été supprimée par Radio Classique, et puis je l'ai continuée quand même. Ils ont considéré que quelque chose ne fonctionnait pas entre eux et moi parce que je m'inscrivais pas suffisamment dans la ligne éditoriale. Dans la ligne éditoriale, oui, puisqu'ils ont parlé de ligne éditoriale. De toute façon, vous savez, avec les nouvelles technologies, vous pouvez continuer votre émission si vous en avez envie. On verra ça, on va voir ça. Voilà, peut-être. Autre phrase de vous, non, pas de vous, je ne sais pas. Oui. Est-ce que c'est de vous ou pas de vous? Tu crois que tu sais ce qu'est un homme? Tu n'as aucune idée de ce qu'est un homme.
Ça c'est Roth, c'est dans Pastorale américaine, c'est le frère du personnage principal qui lui il est fort, il est très fort, il est très fort. Et au fond, c'est ça le sujet de tous ces livres. Tu n'as aucune idée de ce qu'est un homme. Un de ses derniers livres s'intitule Everyman, qui était traduit Un homme en français. C'était intraduisible, Everyman. Non, parce qu'en plus ça fait référence Everyman, ça fait référence à des pièces du Moyen Âge en Angleterre où c'était des sortes de fables où l'homme était confronté à la mort. Mais c'est aussi l'idée que, parce qu'il y a une autre phrase dans Pastorale américaine, il dit l'homme n'est pas fait pour la tragédie. C'est ça la tragédie de tout homme, c'est qu'il n'est pas fait pour la tragédie. En gros, il expliquait que l'homme est détruit, défait par quoi? Par l'histoire, par la vie, par la mort, par quelque chose qui se produit, soit en lui, soit à l'extérieur de lui, mais il y a toujours quelque chose à un moment donné qui vient frapper et qui vient détruire. Alors, son intérêt, c'était de mettre en scène des hommes forts qui se sont construits une vie indépendante et qui se sont battus pour se réaliser. Et quand ils y arrivent, quand tout est gagné, soudainement, quelque chose se passe qui va les détruire. Donc voilà, ça c'est normal, il faut l'accepter. Toute la discussion qu'on avait et que je mets en scène dans le livre, c'est la question de savoir dans quelle mesure on est responsable ou pas de ce qui nous arrive. Oui, c'est ça. Ça dépend. Et bon, il n'y a pas vraiment de réponse à cette question, évidemment, mais et à la fin. Au moment de Némésis, je crois, je lui ai posé la question parce qu'il y a la seule occurrence, la seule fois où il parle religion, c'est dans Némésis, c'est dans son dernier livre, et il parle des gnostiques, c'est-à-dire de cette crypto-religion contemporaine de Jésus, selon laquelle le monde avait été créé par un démiurge mauvais. Le vrai Dieu était exilé hors du monde et le monde était créé et dirigé par une espèce de monstre. Et c'est ce que croit le personnage principal c'est ce qu'en vient croire le personnage principal de Némésis. Et je lui ai demandé dans quelle mesure il y avait quelque chose comme ça chez lui, parce que il me semble qu'il y a quelque chose comme ça dans la culture américaine, moi. Il y a cette idée que le pays s'est construit sur un massacre et un esclavage. Et alors il m'a répondu, si j'étais religieux, je croirais quelque chose comme ça, mais je suis pas religieux, donc pas du tout. Autre phrase. Qui a écrit ça? Vous ou lui? Une bande d'individus qui ont un penchant pour la provocation canaille, l'improvisation satirique, l'imposture impétueuse, l'irrévérence railleuse, le monologue démesuré, la réalité corporelle vociférante, le faux délire. Et ça, c'est une définition de l'homme. C'est lui. C'est une définition de ses personnages, en fait. Ouais. Sur ses héros, il écrit ça, oui, tout à fait. J'avais récusé ma famille à 20 ans, et à 40, démissionné des positions sociales acquises entre-temps, et j'avais voyagé. C'est moi. Ça, c'est vous, dans La part sauvage. Mais ça ressemble un peu à du Philip Roth, parce que avec sa famille, son milieu, sa judéité, ses ex-épouses. Il y avait des points communs. On était, sinon on n'aurait pas été amis, je suppose. Il avait un goût certain pour les personnages, dans la vie, je veux dire, pour les gens en rupture de banc. Et c'était mon cas à l'époque. Et pour les gens qui sont en conflit avec leur père, ce qui était mon cas aussi. Vous faites plusieurs fois allusion dans le livre à une idée folle, mais qui me plaît beaucoup. Et cette idée, c'est que l'extermination des Juifs d'Europe expliquerait notre nullité actuelle. Oui. Et que, au fond, voilà, on peut pas tuer 6 millions de gens. C'est pas le nombre, c'est que sans qu'il y ait une conséquence sur le présent. Il y a deux choses. Il y a deux choses. D'abord, je pense que effectivement, au-delà ou à côté de la question des Juifs, un continent qui s'est suicidé collectivement pendant un demi-siècle, entre 14 et 45, parce que c'est en fait la période historique, c'est celle-là, on ne se remet pas d'un suicide. C'est aussi simple que ça. On a cru que oui,
parce que la consommation, la consommation, les années 60, tant qu'on était sous le parapluie américain, on avait l'air de vivre normalement. En réalité, la fin de la guerre froide, c'est la fin du dégel du cadavre, tout simplement, et on se rend compte à quel point il est pourri. C'est ça ce qui se passe en Europe, à mon avis. D'autre part, pour ce qui est des Juifs, ma thèse, c'est que, et c'est pas seulement la mienne, d'ailleurs, c'est celle de George Steiner aussi et de quelques autres. Les Juifs en Occident, et pas seulement en Occident, mais surtout en Occident, sont des sortes de, ils apportent une espèce d'énergie urbaine, culturelle. C'est pas tellement ils peuvent inventer, mais surtout ils poussent l'énergie à son paroxysme. Quand vous regardez les grands centres culturels de l'histoire occidentale, l'Espagne de l'âge d'or, la Vienne du 19e siècle, New York dans la deuxième moitié du 20e siècle, l'élément juif et l'élément homosexuel d'ailleurs sont les ressorts des centres culturels occidentaux. Est-ce que vous pensez, pas à le dire autrement. Non, mais je le pense moi, et en tant que goy. C'est-à-dire, je pense que les écrivains juifs, par exemple, ils ont quelque chose de plus intelligent que nous, qui est lié à cette histoire horrible. Évidemment, quand on est obligé d'être un peu plus parano que les autres. Les Juifs sont bons sous la pression. Oui. Il y a une sorte de truc comme ça. Il y a quelque chose qui fait que en Israël, moi j'étais en Israël en 2000, au moment où le processus de paix a explosé. Jusque-là, pendant toutes les années 90, on pensait que voilà, c'était réglé, on allait vers la paix au Moyen-Orient et d'ailleurs vers la paix dans le monde entier. Et quand ça a explosé et quand les attentats suicides ont commencé à se produire, tout le monde avait quelque chose à dire. Il y avait 15 idées par jour, toutes intelligentes, toutes intéressantes, et évidemment, c'est le problème, toutes inutiles. Mais en conclusion, il y a aussi on va faire le questionnaire quand même. Mon questionnaire de BD est très important, mais sur la vie amoureuse de Roth, c'est plutôt un désastre, hein, la vie amoureuse de Roth. À un moment, vous le voyez, il note le téléphone d'une serveuse. Oui, c'est un peu triste. Plusieurs, oui. Bon, il y a le livre, on a parlé du livre de sa deuxième femme qui était terrible. Peut-on être un grand romancier et heureux en amour? Ça, j'en sais rien, il y en a. Hein. Il y en a. Je sais pas si c'était parce qu'il était grand romancier. Je pense que c'est tout simplement parce qu'il avait un goût catastrophique pour ses partenaires. Oui, mais il n'est pas le seul comme ça. Il y a plein d'hommes et de femmes qui ont des goûts catastrophiques, qui sont pas attirés vers la bonté. Voilà. Ouais. Je voulais montrer ceci parce que c'est un livre que vous avez publié il y a 20 ans, 28 raisons de se faire détester. Et peut-être c'est ça le point commun entre Philip Roth et vous et moi. C'est de penser que c'est pas mal de créer de l'urticaire chez son lecteur. Je ne sais pas. Oui, pourquoi vous aviez choisi ce titre? Parce que à l'époque j'étais aux Inrecuptibles et donc c'est un recueil d'articles que j'ai publié dans les Inrecuptibles et j'avais une image détestable. Tous mes amis, enfin les quelques amis que j'avais me disaient que j'étais détesté par tout le monde. Donc pourquoi pas pousser le jeu jusqu'au bout. Voilà, c'est tellement plus loin. Mais non, mais c'est une grande qualité au contraire. Moi je trouve. Alors le questionnaire. Le célèbre questionnaire de BD qui est peut-être tout ce qui restera de moi. Pourquoi un jeune devrait-il lire votre livre au lieu de scroller sur TikTok? C'est une question très importante. Très importante. Parce que je ne sais pas comment répondre à cette question. Parce qu'il perdra moins de temps. Ce livre-là en particulier, parce que c'est un livre où il est beaucoup question de colère, et je pense que il y a beaucoup de colère qui traîne. Donc je pense qu'on peut... ça fait écho à des choses. Puis je pense que c'est quand même un peu plus intelligent que TikTok. Que savez-vous faire que ne sait pas faire ChatGPT? Écrire un livre comme ça. Oui. Vous n'avez jamais eu peur en l'écrivant que votre livre ne serve à rien? Non, parce que je pense qu'aucun livre ne sert à rien. Ouais. Pensez-vous qu'un écrivain doit être gentil? Non. Ni méchant d'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est pas le sujet. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait d'écrire? La pauvreté, la folie ou la solitude? La solitude.
Avez-vous déjà écrit en état d'ivresse? Non. Que pensez-vous de la critique littéraire? Est-ce que c'est un mal nécessaire ou juste une perte de temps? Il faudrait qu'il y en ait une. Bah, c'est un livre de critique littéraire, là. Ah bon, pardon. Oui. Non, mais c'est un livre. Je le conçois pas du tout comme ça, moi. Ouais. Mais c'est un livre sur la littérature. La critique littéraire qui est de la littérature, elle fait partie de la littérature. Voilà. La critique littéraire en tant que telle, je suis pas sûr de savoir à quoi ça correspond. Ouais. Fantasmez-vous sur J.D. Salinger, qui n'a jamais donné d'interview de sa vie? Non. Un roman doit-il réparer le monde? On entend beaucoup ça. Non, certainement pas. Ouais. Quel est votre chef-d'œuvre? Quel est mon chef-d'œuvre? Oui. À moi, personnellement? Oui, à vous, oui. Quand on publie un livre, on pense toujours que c'est le dernier qu'on vient de publier qui est le meilleur. Donc, voilà. La part sauvage, oui. Êtes-vous un ouin-ouin? Un quoi? Un ouin-ouin, vous connaissez pas Non. cette expression? Non. Les écrivains, notamment de sexe masculin, qui se lamentent sur leurs conditions, sur leur virilité perdue. Ah non, les féministes les traitent de ouin-ouin. Ah non, pas du tout. Alors, pas du tout. Le but de la littérature n'est-il pas de mentir sans se faire prendre? Non, oui, il serait plutôt de dire la vérité sans se faire prendre. Quel est le meilleur écrivain français vivant? Je passe mon tour. Le seul qui a répondu moi, c'est Régis Geoffrey. Il faut oser. Et il a eu du mal, mais il a fini par le faire. Si vous étiez très riche, cesseriez-vous d'écrire? Non. La phrase de vous dont vous êtes le plus fier? Ah, ça, je suis incapable de vous dire parce que je connais pas mes phrases par cœur. Avez-vous menti durant cette conversation? Non. La question Fahrenheit 451. Alors, imaginez un monde où les livres sont interdits. Lequel apprendriez-vous par cœur pour le sauver? Alors là, peut-être une pièce de Shakespeare. Oui, parce qu'au moins ça c'est riche, c'est-à-dire que c'est dense. Ouais. On peut pas s'ennuyer en l'apprenant par cœur. Y a-t-il un livre qui vous a sauvé la vie? Sauver la vie physiquement, non, mais certainement, certainement que les livres de Roth, entre autres, m'ont vraiment aidé à vivre, oui, avec un ou deux autres auteurs, oui. Et enfin, quel est votre âge mental? J'en ai vraiment aucune idée. Quelque part entre 7 et 77 ans. Il y a une dernière question qu'on a ajoutée. Y a-t-il un de vos livres que vous regrettez d'avoir écrit? Non. Ou que vous écririez différemment aujourd'hui? Peut-être vos premiers romans? Non, je crois pas que je les écrirais. Enfin, je reprendrais peut-être des trucs à la marge, des phrases mal foutues, ou peut-être. Mais je crois pas que celui que j'aurais écrirais le plus, c'est probablement Mariage mixte. Mais non. Mariage mixte avait eu un procès. Oui, il y avait un procès, mais c'est pas pour ça que j'aurais écrit. Non. Eh bien, merci infiniment, Marc Wetzmann. Merci à vous. Je vous ordonne de lire La part sauvage de Marc Wetzmann aux éditions Grasset. N'hésitez pas à commenter les vidéos, à polémiquer, à m'insulter. C'est la vie, c'est vivant. Et n'oubliez pas, la littérature est à l'esprit ce que le sport est au corps. Bonsoir.